effectivement, il est sans doute important de dire aussi d'où l'on parle. Effectivement, j'avais travaillé à l'époque sur le Bénin et l'expérience béninoise, vous le savez, a ensuite inspiré aussi pas mal d'autres pays sur le continent. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux de partager cette journée avec vous, de vous accueillir également au CERI. Le CERI, pour ceux qui ne le savent pas, a été le lieu aussi où a été fondé un peu le courant de ce qu'on appelait le politique par le bas, qui a irrigué toute la revue politique africaine depuis le début des années 80, où ont été analysés tout un tas justement de processus de résistance sur le continent. Cette journée, elle fait très largement écho également à des travaux collectifs et comparatistes que nous avons menés ces dernières années avec des collègues de tout un ensemble de pays du continent, aussi bien africains qu'anglophones, mais aussi avec des collègues de Columbia à New York. Nous avions un programme de recherche sur les arts de la résistance et 2 colloques en ont découlé, dont le dernier en date au mois de novembre dernier. Donc vous avez le programme sur la table derrière, justement sur la politique de la rue, où nous étions interrogés déjà sur ces diverses modalités d'expression politique qui naissent aujourd'hui, et certains des participants à la journée d'aujourd'hui étaient déjà là au mois de novembre. Marc, on a particulièrement Floribert, Anthony, que nous verrons, je crois, cet après-midi. Donc je suis vraiment très, très heureux que nous puissions poursuivre cette discussion ensemble, très honoré également dans le cadre de ce forum. Je voulais partager avec vous des questionnements. Je ne ferai pas le professeur qui fait la leçon, mais plutôt le chercheur qui partage des questions vraiment ouvertes. Je n'ai pas forcément les réponses, et j'espère que nous essaierons d'y réfléchir ensemble, en notant peut-être, en évoquant à partir de nos recherches, justement, comme Francis l'évoquait, l'émergence de ces mouvements citoyens, leur signification, mais aussi, en deuxième temps, les défis auxquels, je crois, ils sont confrontés aujourd'hui, et de manière évidemment fort diverse d'un pays à l'autre. Le premier constat, Francis l'a déjà fait, Laurence également, c'est de dire qu'aujourd'hui, 27 ans, presque 30 ans après les premières transitions vers le pluralisme au sud du Sahara, on a l'impression qu'il y a une nouvelle vague de revendications démocratiques qui traversent le continent, parfois sous la forme, je dirais, ce qu'on pourrait appeler des insurrections civiques, comme ça a été le cas au Burkina Faso en 2014. En tout cas, on a l'impression que depuis le début des années 2010, aussi bien au nord comme au sud du Sahara, les rues se soulèvent contre la tentation des autocrates de se maintenir au pouvoir au mépris des règles politiques constitutionnelles qu'ils ont pourtant acceptées, et que donc émergent de nouveaux mouvements citoyens qui innovent, notamment dans leur manière de mobiliser les foules, avec les réseaux sociaux bien évidemment aujourd'hui, mais d'autres vecteurs. Je pense notamment, on parlait tout à l'heure avec Titan Zebi, des artistes aussi qui jouent un rôle important également à la tête de ces mouvements citoyens. Mais voilà, un activisme qui semble dessiner un nouvel horizon de l'action citoyenne au sud du Sahara, qui serait fondée sur des solidarités militantes transnationales nouvelles. La coalition Tournons la page en est un excellent exemple, je trouve, aujourd'hui, fondée également sur une méfiance croissante vis-à-vis des vieux systèmes de partis, et ça n'est pas spécifique au continent africain, on le sait, et on le voit aujourd'hui, en particulier en France, mais surtout fondée sur une nouvelle forme de vigilance civique qui est à la fois radicale dans ses moyens et légaliste sur le fond. Le respect des institutions, de la Constitution et des termes électoraux, du nombre de mandats, du calendrier électoral étant au cœur de ces luttes, et je trouve que ça c'est quelque chose qui est frappant. Alors la question que nous nous sommes posée avec des collègues depuis quelques années, c'est est-ce qu'il faut voir là l'émergence de ce qu'on appelle au Burkina une rucratie, qui serait susceptible de consacrer le pouvoir de la rue sur les pouvoirs établis. Et je crois que très vite, il faut quand même sortir de cette illusion héroïque que soulèvent souvent les révolutions, et c'est dire qu'évidemment, les succès des révoltes citoyennes au Sénégal d'abord, au Burkina ensuite, ne doivent pas masquer les difficultés des autres pays, et en particulier la répression qui s'abat de manière féroce aujourd'hui sur les mouvements civiques, en Afrique centrale particulièrement, on pense évidemment au Gabon, aux deux Congos, ou au Tchad, ou au Niger, où nos amis ont été récemment arrêtés. Donc il y a bien sûr une pluralité
de situation, Francis le rappelait, on ne pourra pas entrer dans tous les détails maintenant, mais je voulais quand même souligner ce fait-là. Il ne faut pas non plus, quand on parle comme ça de grande mobilisation, penser que, évidemment, c'est une vague uniforme. Non, ces mobilisations elles sont évidemment conditionnées par les trajectoires respectives de chacun des pays, et aussi, et surtout, les capacités répressives de chacun des appareils d'État. Et là, à cet égard, j'abonde dans ce que dit Francis. Effectivement, il faut noter aussi que, en même temps que se développent de nouvelles techniques de mobilisation, eh bien, s'affinent aussi les modalités de la répression et de l'enrégimentement aussi des populations. Et je crois que la globalisation, disons la multiplication des partenaires économiques et commerciaux eh bien, a aussi fourni à ces régimes en place de nouvelles capacités, y compris financières, pour se maintenir au pouvoir. Alors, je voulais poser quelques questions autour de ces mouvements qui sont nombreux aujourd'hui, on les connaît. C'est né, je disais, d'abord au Sénégal avec le mouvement Y en a marre, le Balai citoyen au Burkina Faso, Filimbi Lucha en RDC et d'autres, les courants ça suffit, ça suffit en Afrique centrale, mais ne pas oublier non plus les mouvements Walk to Work en Ouganda ou le mouvement Emuito en Angola, le mouvement Barakat en Algérie. Bref, ça a essaimé un petit peu partout avec l'idée que désormais eh bien, les militants et les citoyens de base devaient se poser en sentinelle de la démocratie, je mets les guillemets parce que ça veut dire beaucoup de choses. Alors comment analyser ces mouvements-là? Comment analyser ces mouvements civiques qui se présentent en espace d'opinion publique de la plèbe, pour citer Habermas? Faut-il y voir de simples espaces alternatifs à l'espace public dominant, des espaces de confrontation, des espaces contre-hégémoniques, pourrait-on dire, qui seraient en quelque sorte propices à l'émancipation citoyenne et générationnelle. C'est un point sans doute qu'il faudra discuter, la question de la jeunesse dans ces mouvements-là. Ou faut-il y voir éventuellement, dans certains cas, dans certains pays, des instruments paradoxaux de renforcement des pouvoirs, de subordination à des hiérarchies sociales, politiques établies, notamment à l'aînesse sociale. La question que je me pose en tant que chercheur, c'est est-ce que ces mouvements sont propices, notamment, puisqu'ils sont composés aussi beaucoup de jeunes, à la révolution des subalternes, et en particulier des cadets, ou des cadets sociaux, comme on les appelle. C'est pas complètement évident dans beaucoup de pays. Et surtout, qu'est-ce que ces mouvements nous disent aussi de la mutation des cultures politiques, des cultures urbaines particulièrement, et de la façon dont s'imagine aujourd'hui la cité de demain sur le continent et ailleurs. C'est un peu ce genre de questions que je voudrais poser brièvement en évoquant 4 ou 5 pistes de discussion que, encore une fois, je propose en partage. Je n'ai pas les réponses. Et la première question que je voulais soulever, c'est le rapport aux politiques de ces nouveaux mouvements citoyens et le passage en particulier de l'opposition de la rue, pour aller vite, à l'arène institutionnelle, à l'arène politique. Comme vous le savez, comme je l'ai indiqué à l'instant, une des caractéristiques fortes, je crois, de ces nouveaux mouvements citoyens, encore une fois, là je globalise, il faudrait évidemment distinguer selon les cas, c'est précisément cette méfiance, cette distance qu'ils veulent poser vis-à-vis de la politique traditionnelle, voire même, dans certains cas, de la démocratie représentative telle qu'elle s'est imposée, voire parfois avec force, dans certains pays depuis les premières transitions qu'évoquait Francis tout à l'heure. Donc un refus finalement aussi d'entrer dans le champ partisan. Et je me souviens, lorsque nous avions organisé un premier colloque visant à confronter les recherches académiques et des paroles militantes à Abidjan en 2014, déjà, il y avait, c'était bien avant la révolution burkinabé, il y avait ces débats au sein même des mouvements militants sur comment faire de la politique. Les mobilisations civiques peuvent-elles être efficaces? C'est une question que je crois qu'il faut se poser. Peuvent-elles être efficaces sur le moyen terme, j'entends, pas dans le court terme, disons des luttes contre un régime qu'il s'agit de faire tomber ou que l'on résiste. Peuvent-elles être efficaces
en restant hors du jeu politique, hors du jeu partisan. Marc a participé au mois de novembre à cette discussion que nous avons eue avec le professeur Mamadou Diouf de Columbia, qui, pour sa part, estimait que non, il n'avait aucun, finalement, avenir au mouvement citoyen hors du champ institutionnel. Je pense qu'il y a une vraie question qui est posée là, et que, évidemment, tous les mouvements se posent en leur sein. J'étais à Dakar avec les amis d'Eliane Amar au mois de mars, on sentait que Fadel était en train de peut-être de réfléchir à d'autres modalités de participation politique. C'était intéressant. Donc, est-ce que, voilà, là il y a une vraie question, et la question, je crois qu'elle est d'autant plus importante que ce refus du politique au sens institutionnel du terme, il va de pair, mais ça c'est propre à tous les mouvements militants du monde entier, il va de pair aussi avec une professionnalisation et une institutionnalisation aussi de ces mouvements. Qui, à l'échelle nationale ou à l'échelle même locale, par les nécessités de l'organisation, eh bien, par l'inclusion aussi de certaines techniques de mobilisation, je pense notamment aux techniques développementalistes, héritées de toute l'ingénierie des ONG, etc., pose des problèmes et des dilemmes à ces mouvements, qui est le dilemme classique de l'action collective. Il faut s'organiser, il faut s'institutionnaliser pour peser dans le jeu, mais en s'institutionnalisant, en s'organisant, bien sûr, en quelque sorte, on se routinise, on se dépolitise parfois, en incluant des techniques de accountability, etc., et on perd un peu de sa base sociale. Donc ces dilemmes-là, je voulais vous les poser dans la discussion, parce qu'ils me paraissent effectivement traverser un petit peu de manière comparatiste, évidemment avec des différences selon les pays, mais l'ensemble des mouvements. La deuxième question que je voulais soulever en lien avec celle-ci, c'est le rapport à la violence. Le rapport, effectivement, à la répression, à la violence. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces capacités nouvelles de répression qu'ont acquis les différents pouvoirs ébranlés par les premières transitions ou par les mobilisations récentes. On les connaît. C'est pas juste la brutalité, ça peut être aussi d'autres modalités plus subtiles, y compris le harassement fiscal et autres. On y reviendra sans doute. Je voulais peut-être revenir plus exactement sur cette position ambiguë que tiennent les mouvements citoyens, difficile à tenir, je le disais à l'instant, d'une vigilance citoyenne qui se veut à la fois radicale dans ses moyens, mais légaliste sur le fond. Vous voyez, à savoir respect des règles constitutionnelles, des mandats présidentiels, du résultat des élections. Est-ce qu'on peut s'en tenir à une ligne légaliste quand les hélicos bombardent les opposants et que peuvent au fond des mouvements pacifiques qui se veulent pacifiques dans un environnement hautement répressif? On sait déjà la réponse, la poser c'est déjà, je dirais, y répondre. Et cette posture légaliste peut-elle au fond promouvoir une révolution sociale des subalternes, comme on disait tout à l'heure, ou peut-elle contribuer à l'enterrer, j'allais dire, sous les normes bienséantes de l'état de droit, ou de ce que ma collègue Florence de Brixet-Foucault appelait une citoyenneté de la distinction. Francis gentiment rappelait l'ouvrage que j'avais réalisé sur le Bénin, où j'avais montré que la démocratisation, elle s'était effectuée aussi sous les atours de ce que Gramsci appelait la révolution passive, c'est-à-dire l'incorporation, la cooptation sans cesse des luttes citoyennes et des mouvements d'opposition. C'est aussi peut-être à cet homme qu'il faut réfléchir aujourd'hui aux nouvelles formes de lutte citoyenne. Et il faut aussi rappeler, quand on s'interroge sur ces relations entre la violence et la légalité, que l'expérience sénégalaise, ça a été à la fois la rue et les urnes. Dans le succès de Y'en a marre. De la même manière qu'au Burkina Faso, c'est pas seulement la résistance dans la rue, même si elle a été absolument fondamentale, mais aussi la mobilisation en faveur de la participation électorale qui a joué. Donc, je crois que ça, c'est une question qui se pose. Et évidemment, ce vigilantisme civique, les sentinelles de la démocratie dont on nous parle, il nous paraît d'autant plus sympathique qu'il est effectivement mené par des artistes dont on partage aussi les convictions, les luttes, etc. Mais mais évidemment, le rap et Facebook, ça fait pas tout quand effectivement on se heurte à une répression féroce, et donc pose la question de la viabilité, de l'efficacité même de ces nouvelles formes de vigilantisme, de vigilance civique, donc quand le rapport de force est par trop défavorable, ou quand l'histoire des luttes dans tel ou tel pays a été plutôt une histoire de violence, de guerre, comme notamment dans les
les deux Congos. Hein, sans parler que ce vigilantisme-là, il peut parfois dériver aussi, évidemment, dans des formes de mobilisation sociale moins démocratiques a priori, je pense, à tout le mouvement d'autodéfense qui se crée aussi sur le principe du vigilantisme civique. On l'a vu au Burkina Faso avec le mouvement des Kolwego récemment. Si je peux encore 2 minutes. Alors Richard, en fait, je vais vous interrompre. D'accord. Okay. Vous avez l'occasion de le faire. Vous allez pouvoir revenir évidemment sur la question parce que c'est une question d'organisation. On va donner la parole à Mireille Fanon qui doit partir avant 11h. Voilà. Donc comme nous allons rester ici, on pourra donc reprendre. Vous allez reprendre votre. Vous allez boire un verre d'eau. On va revenir.